journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo nous renseigne que le franc congolais connaît une dépréciation de 0,70% la semaine du 16 au 23 février sur le marché officiel. Mesdames et messieurs, dans cette édition, on en parle. Le ministère des Affaires sociales a ouvert un atelier ce jeudi sous le thème « La capitalisation des acquis de la conférence internationale de partenaires du programme d'urgence intégré des développements communautaires en faveur de 1453 ETD ». L'homme en Borsalino, Modeste Mutinga, a insisté sur le développement, l'agriculture et l'élevage afin de faire face au social du Congolais. Elle ne partira pas. Le drapeau de la MONUSCO a cessé de flotter dans le groupement de Kamanyola au sud Kivu, un acte qui reflète la fin de la mission onusienne dans cette partie du pays. Un haut gradé de la police a salué la mémoire de tous les combattants du contingent tombé pour le bien de Congolais. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal dont le développement et de bien d'autres intervient sous peu. C'est la grande édition sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous suivre. La capitalisation des acquis de la conférence internationale de partenaires du programme d'urgence intégré des développements communautaires en faveur de 1453 ETD. C'est le thème sous lequel est lancé l'atelier organisé ce jeudi à Béatrice Hôtel par le ministère des Affaires sociales. Le ministre des tutelles, Modeste Mutinga, l'homme en Borsalino, a insisté sur le développement de l'agriculture et l'élevage pour répondre suffisamment à la demande sociale de la population dans ces entités territoriales décentralisées. Igor Biwaka et Ruben Manata pour le compte d'Ecofin Télévision. Le développement de 1453 entités territoriales décentralisées inscrites dans ces programmes intégrateurs était le principal sujet des réflexions placées sur la table des échanges. Plusieurs panélistes ont défilé, émettant chacun leur point de vue sur la question juste avant les diverses interventions des ministres présents à la cérémonie. Dans leurs allocutions respectives, le point commun demeure la promotion de la filière agro-pastorale qui peut sérieusement influer sur le développement des ETD, comme les souligne le ministre du Développement rural, François Roubota, mettant un accent particulier sur la promotion de l'économie rurale. Nous devons favoriser la promotion de l'économie rurale. C'est là que interviennent en fait les orientations et réponses par rapport aux possibilités que nous avons. Cette promotion de l'économie rurale doit faire en sorte que dans cet espace de développement, nous ayons l'agriculture qui soit améliorée. Mais pour y parvenir, estime le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, l'accent doit être également placé sur la protection et de la solidarité sociale. Ces deux projets de loi complétés au plan de développement de 1453 territoires et compléter ainsi la vision du président et la République qui consiste à assurer le bien-être social à la population. Quant au ministre de la décentralisation, Eustache Mouandi, la coopération entre les entités est également prioritaire. La coopération décentralisée, c'est un levier qui permet à ce que toutes les entités décentralisées puissent coopérer entre elles. Et de cette manière-là, pouvoir avoir une gestion des affaires publiques locales qui soit
Pour rappel, la conférence internationale de partenaires du PEIDC s'était déroulée le 16 et le 17 octobre de l'année dernière. Toujours à Kinshasa, le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration a échangé le mercredi 28 février avec une délégation de la société civile sur la revisitation du contrat sino-congolais. Cette dernière juge équitable et transparente les clauses ayant abouti à cette renégociation. Grâce à Luyanga sur les détails. Il était question pour Freddy Chimbo d'expliquer les contours du contrat sino-congolais après sa révisitation. Pour Bishop Abraham Djamba, membre de la société civile et chef de cette délégation, les éclaircissements apportés par le directeur général de l'APCSC ont permis de se faire une idée claire sur ces partenariats entre la RDC et les groupes d'entreprises chinoises. La société civile pour la bonne gouvernance juge transparente les négociations actuelles menées par les deux parties. Au sorti de cet échange, Bishop Abraham Djamba est revenu sur les contenus de leur entrevue. Nous avons discuté avec le directeur général sur particulièrement le projet SICOMIN, toutes les négociations qui ont eu récemment sur cette question qui a été soulevée par le rapport de l'IGF par rapport à l'utilisation de financement qui venait de la convention sur les infrastructures en échange de minerais. La transparence, c'est ce que nous recherchons. La transparence consiste essentiellement à mettre à la disposition des citoyens les informations par rapport à toutes les actions de l'agence. Le cadre de concertation va être aussi un des éléments qui permettrait justement cette transparence-là. Et donc, s'il y a de la transparence, nous pensons qu'elle devrait être améliorée. Rappelons que les efforts menés par l'UGF ont été d'une grande importance dans l'aboutissement de cette révisitation du contrat sino-congolais. Créée en mars 2022, l'APCSC sert d'intercession entre les différentes parties et entités intéressées par le projet issu des accords de collaboration ou de coopération en matière d'infrastructures de base et de ressources naturelles en République démocratique du Congo. On va se rendre cette fois-ci en Bruxelles, accompagner les efforts du président Tshisekedi pour appliquer son programme de développement de la RDC, figure parmi les engagements pris par les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique. C'était lors de leurs échanges avec le chef de l'État congolais à Bruxelles et face à la situation sécuritaire instable, ils ont promis d'accompagner les efforts de la République démocratique du Congo auprès des instances européennes et internationales pour défendre sa souveraineté. On écoute à ce sujet Daniel Evina, ambassadeur du Cameroun et doyen des ambassadeurs d'Afrique centrale en Belgique. Un voisin. L'objet de la visite était déjà une visite de courtoisie, mais surtout on a profité de cette occasion. Premièrement, pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre empathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent.
Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression. Et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, et il y a des gens qui souffrent et qui, la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. La prise en charge par le gouvernement du drame humanitaire qui prévaut dans la partie orientale du pays en proie à l'agression rwandaise, c'est le sujet au menu des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et une délégation du caucus des députés nationaux élus du Nord Kivu le 27 février dernier. Les hôtes du Premier ministre ont été rassurés de la descente sur terrain d'une délégation mixte gouvernement-Assemblée nationale en vue d'apporter une réponse adéquate à ces problèmes. Suivez. La situation sécuritaire instable dans l'est de la République démocratique du Congo affecte négativement le social de vie des Congolais dans cette partie orientale. C'est la principale raison qui a motivé la rencontre entre le Premier ministre et une délégation du caucus de députés nationaux élus du Nord Kivu. L'exécutif congolais prend à cœur la sonnette d'alarme que lancent les citoyens touchés par cette guerre injuste imposée par le Rwanda. D'où une réponse adéquate interviendra sous peu, a rassuré le ministre des Affaires sociales Modestin Mutinga. Nous avons eu le cri d'alarme de nos compatriotes du Nord Kivu. Ce cri d'alarme a été saisi par le gouvernement au niveau du Conseil des ministres qui était présidé par le président de la République, qui a instruit le Premier ministre et le ministre des Finances pour que cette situation trouve une solution idoine le plus rapidement possible. Et je suis convaincu que dans les heures qui viennent, nous nous rendrons cette délégation conjointe à Goma pour essayer d'apporter tant soit peu le soulagement à cette population en détresse. Cette annonce a satisfait les hôtes du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui attendent impatiemment l'amélioration du social des compatriotes résidant à Massissi, Rutshuru, Beni et autres territoires. Il est important de souligner, en effet, que les exactions et les atrocités commises par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 a occasionné le déplacement de populations par millions, ce qui nécessite une prise en charge gouvernementale pour venir en aide à ces compatriotes qui ont été forcés à abandonner leur milieu de vie naturel. Ce qui nécessite une prise en charge gouvernementale pour venir en aide à ces compatriotes qui ont été forcés à abandonner leur milieu de vie naturel. Sachez également que le mercredi 28 février, le drapeau de la MONUSCO a cessé de flotter dans les airs congolais, précisément dans le groupement Kamanyola au sud Kivu, un acte qui justifie ainsi la fin de la mission onusienne dans cette partie du pays. Jean Bosco Galenga, au gradé de la police, a salué la mémoire de tous les combattants du contingent pakistanais qui sont tombés pour le bien de Congolais. Et par la même occasion, il a rassuré qu'il fera un bon usage de tous les matériels de guerre laissés par la mission onusienne. Suivez. C'est la fin de la mission onusienne à Kamanyola dans le sud Kivu. Une cérémonie officielle a été organisée à l'occasion et le drapeau de l'ONU et du Pakistan ont été retirés pour laisser la place au drapeau de la RDC. Dans sa prise de parole, le commissionnaire divisionnaire de la police, Jean Bosco Galenga, a tout d'abord rendu hommage au contingent pakistanais qui a enduré des graves épreuves pour le bien-être des Congolais tout en promettant de faire bon usage de tous les matériels laissés par cette organisation. Je me joins aux fausses commandes pour continuer d'honorer la mémoire de ceux qui ont œuvré avec dévouement au prix du sacrifice suprême sur la terre congolaise. Nous vous assurons également que le matériel et équipement que nous allons recevoir ce jour vont être exclusivement utilisés pour la sécurité
et l'intérêt général des populations de la contrée. Pour sa part, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO en RDC, a rendu hommage aux Pakistanais tout en louant la bonne collaboration avec les militaires congolais. Pendant 19 ans, les casques bleus du contingent pakistanais ont œuvré, y compris jusqu'au sacrifice ultime, à la protection des civils en coordination avec les forces de défense et de sécurité nationale. Je tiens ici à honorer leur dévouement et à les remercier pour l'excellence des services rendus à la population de Kamanyola et aux Nations Unies. Avec le retrait de ces contingents pakistanais, la base des Kamanyola entre dans une nouvelle ère. La police nationale congolaise s'engage à maintenir la paix. D'une province à une autre, c'est une description de la société civile locale qui le dit. L'armée congolaise a pu reprendre de main du M23 ces derniers jours quelques localités et villages. Bien avant cela, la population de ces entités avait beaucoup souffert, mais aussi celle de Goma, surtout que les routes qui desservent cette ville des denrées de première nécessité étaient bloqué, entraînant ainsi une grande inflation. Actuellement, le FARDC se comporte bien sur le terrain. Joint ce jeudi par Claude Kungu, Rams Kiriza, membre de la société civile locale, qui nous l'explique depuis la ville de Goma, capitale du Nord Kivu. On l'écoute. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est depuis la semaine passée, à travers la déclaration du général Chico, qu'il avait demandé aux terroristes en 48 heures pour quitter, libérer totalement les sols congolais, qui une nuitée après, les porte-parole du 23 ont répliqué et ils ont dit qu'ils ne quitteront jamais. Et c'est depuis dimanche que les affrontements ont commencé sur toutes les lignes de front. À partir du nord, c'est-à-dire vers Rutshuru, et à partir de l'autre côté de l'ouest, c'est-à-dire vers Sake, Massissi, et ainsi que la route qui mène vers Minova. Donc, sur la situation sécuritaire, nous devons dire que la ville de Goma est toujours sous psychose. Il n'y a pas encore l'affrontement dans la ville de Goma. Les FARDC se comportent très très bien. Depuis dimanche, ils sont en train de faire un travail impeccable au sein des lignes de front et nous les encourageons pour ça. Ils ont récupéré plusieurs collines et certaines localités aussi ont passé sous la main du FARDC. La situation socio-économique, surtout dans la ville de Goma, devient de plus en plus critique et que toutes les routes qui alimentaient la ville de Goma sont fermées par le M23. Des camions qui provenaient par exemple de Rutshuru qui ne peuvent plus atteindre la ville de Goma. Des camions qui nous amenaient la nourriture provenant de Sake, Minova, Massissi ne peuvent plus atteindre la ville de Goma. Et là, nous commençons à nous ravitailler à travers l'île d'Idjui. Grâce aux boats et grâce à différents bateaux qui nous amènent la nourriture, bien sûr, c'est insuffisant, puisque la population aussi n'arrive même pas, non pas cet engouement d'aller se ravitailler au Rwanda. Parlons autre chose. À présent, en séjour dans la ville de Luanda, capitale de l'Angola, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Ngobila, a profité de l'occasion pour visiter le débarquement des engins d'assainissement, fruit du partenariat conclu entre la capitale congolaise et la société Al-Bayrak. L'idée est de relancer efficacement l'assainissement de la capitale de la RDC. Commentaire. Après avoir été sermonté par le Quinois, Jean Ngobila finit par bouger le ligne. Fort de son expertise dans le domaine de l'assainissement, ce partenariat est sans doute la réponse tant attendue pour désorber la problématique de l'insalubrité sans cesse croissante dans la ville de Kinshasa. Kinshasa-Bopeto, un mot creux, dépourvu de tout sens. En regardant Kinshasa de Lumumba, nombreux ont cru en une fiction. Le déploiement de ces engins sonnera le début d'une nouvelle ère pour cette métropole, dont les acteurs devenus sales et trop sales même. Avec ces acquisitions, la vision pour l'assainissement sera pratique et palpable certainement. Au grand mot,
Le grand moyen, dit-on, par l'acquisition de ces engins et la signature de ces contrats, Jean Tiningo Bilal, gouverneur de Kinshasa, mettrait définitivement fin à la question de l'insalubrité dans la capitale de la République démocratique du Congo, en croire les Quinois. Cette solution mise en place se trouve être le palliatif efficace et efficient à l'insalubrité ou la quasi-inexistence d'un budget à la hauteur des besoins exigibles pour combattre le fléau qui est l'insalubrité, a soutenu Jean Tiningo Bilal lors de son séjour à Luanda, la capitale de l'Angola. Au sortir de travaux de validation de l'état de lieu et du programme triennal de renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs entre la République démocratique du Congo et la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, tenu le mercredi, Chief Chipamba, président de l'Union pour la défense des consommateurs, s'est dit heureux des propositions faites qui rejoignent les attentes du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et rassure que sa structure s'inspirera de ses assises pour renchérir les propositions de loi à présenter au Parlement. On l'écoute dans cet extrait. Cette réunion est très importante. La compétition entre concurrents a pour finalité le bien-être des consommateurs. Mais il se fait que dans notre pays, nous sommes pauvres. La protection de consommateurs se fait sur base de lois éparses. Donc avec pareille réunion, nous estimons que le consommateur sera sécurisé parce que la finalité, c'est un projet de loi qui protège le consommateur. Qu'il soit dit en passant, nous sommes bien heureux, nous, associations consuméristes, parce que nous avons déjà dans notre proche un projet de loi, en plus de la proposition de la sénatrice Mouyumba, nous avions un projet de loi. Donc dans pareil cadre, nous permet de mettre en commun tous ces éléments et produire une loi qui mettrait à l'aise le consommateur dans notre pays. Donc c'est un peu ça l'intérêt, c'est ça la motivation, madame. Et notre motivation est d'autant plus encouragée par les discours d'investiture du chef de l'État, dont le deuxième point sur les 6 concernait l'augmentation du pouvoir d'achat du consommateur. Donc autant que le président Kennedy l'a dit en 1962, le chef de l'État l'a dit pour son second mandat, nous osons croire que tout est réuni pour que le consommateur soit sécurisé au meilleur de lui-même. Ainsi, en passant, que les autorités qui nous suivent essayent de nous réunir le 15 mars par rapport à la journée mondiale des consommateurs, en sorte que cette fois-ci, on ne la célèbre pas comme d'habitude, pauvrement entre associations consuméristes, que tout le monde soit regardant par rapport à cette activité. Je le dis tantôt au sommaire de votre journal, le franc congolais a connu une dépréciation de 0,70% la semaine du 16 au 23 février sur le marché officiel en se négociant à 2743 francs congolais les dollars américains. La monnaie nationale a enregistré cette dépréciation hebdomadaire à l'indicatif selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo. Suivez les détails. Selon la note de conjoncture économique, au parallèle, le taux d'échange s'est établi à 2754 francs congolais, soit une dépréciation de 1,15%. À l'en croire, la situation monétaire pendant la période sous analyse a renseigné une croissance hebdomadaire de la base monétaire de 0,9% pour s'établir à 8 442 milliards de francs congolais. Cet accroissement est expliqué par la hausse enregistrée par les actifs intérieurs nets à hauteur de 408 milliards de francs congolais contre une baisse des actifs extérieurs nets de 329 milliards de francs congolais. S'agissant des composantes, l'augmentation de la monnaie centrale est attribuable à la hausse des engagements envers les autres institutions de dépôt à hauteur des 159 milliards de francs congolais contre une baisse de la circulation fiduciaire des 80 milliards de francs congolais. De même, le passif monétaire au sens large affiche une croissance hebdomadaire de 1,0% pour se situer à 36 687 milliards de francs congolais. Cette augmentation découle de la hausse enregistrée par les actifs intérieurs nets de 578 milliards de francs congolais, alors que les actifs extérieurs nets ont baissé de 196 milliards de francs congolais.
Au niveau des composantes, l'augmentation des sites agrégats résulte principalement de la hausse de dépôts transférables à hauteur de 567 milliards de francs congolais. Il convient de noter que la dépréciation du franc congolais sur le marché d'échange est consécutive à la masse monétaire en circulation non couverte par les devises. Il s'agit également de la théorisation des devises par les opérateurs économiques ainsi que la population, aussi par la circulation de deux monnaies sur le marché. La mise en place d'un logiciel de demande en ligne des plaques d'immatriculation de véhicules s'illustre comme une solution dans la lutte anticorruption durant la procédure d'obtention du numéro d'identification de véhicules. C'est l'avis du président de l'ASBEL Mopila, une structure qui regroupe le conducteur des véhicules du secteur de transport en commun. Ces derniers s'est dit réjouis de ces nouvelles mesures prises par le gouvernement congolais via le ministère des Finances publiques. C'est une innovation applaudie par la plupart des propriétaires de véhicules. La mise en place dans les prochains jours d'un logiciel des demandes en ligne de plaques d'immatriculation trouve un écho favorable auprès des acteurs du secteur de transport en commun. Pour Eric Manyanga, président de l'ASBEL Mopila, la décision du gouvernement congolais s'inscrit comme une solution en vue de lutter contre la corruption qui jonche les démarches pour l'obtention du numéro d'immatriculation de véhicules. Nous saluons vraiment cette innovation du gouvernement congolais via le ministère des Finances parce qu'au jour d'aujourd'hui, prendre la plaque, c'est tout un grand problème. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes, qui ont donné leur argent, mais ils n'ont pas encore récupéré les plaques. Donc, et aujourd'hui, même les Quinois recourent pour aller chercher les plaques en province, parce que là-bas, c'est trop facile par rapport à Kinshasa. Nous saluons vraiment ces décisions du gouvernement. D'autre part, le numéro 1 de l'ASBEL regroupant les conducteurs de véhicules de transport en commun plaide pour la fixation d'un montant raisonnable pour l'obtention de plaques d'immatriculation. Les prix des plaques n'est pas connu officiellement parce qu'il y a des commissionnaires qui travaillent pour ça, qui exagèrent même avoir l'argent et qui prend l'argent qu'ils mangent. Mais avec ces décisions, avec ces logiciels, chacun de nous pourra faire la demande à partir de sa maison, là où il est, il peut payer à partir de sa maison, je pense, et il peut récupérer ça facilement dans quelques jours comme nous ont promis. Nous osons croire que le gouvernement doit vraiment faire le suivi pour que les désagréments ne viennent pas. Pour rappel, dans son communiqué datant du 16 février, le ministre des Finances Nicolas Kazadi avait indiqué qu'à partir du 1er mars, les cartes roses seront remises gratuitement aux propriétaires de véhicules qui ne les ont jamais obtenues. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Osé Kabamba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons cette revue avec le journal L'Avenir qui rapporte dans sa deuxième page « La Belgique dit non à l'accord Rwanda-UE sur le mine ». Les confrères enseignent qu'on en sait un peu plus maintenant sur le contenu du tête-à-tête de ce mercredi à Bruxelles entre le président Félix Tshisekedi et le Premier ministre belge Alexandre De Croo. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC ainsi que la position de la Belgique sur l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'exploitation de minerais ont été au centre de discussion. Les tabloïds renchéris au sujet de l'agression avérée de la RDC par le Rwanda, le président Tshisekedi a plaidé pour des sanctions contre le Rwanda. Le chef de l'État congolais s'est dit content de la position de la Belgique au sujet de l'accord d'exploitation minière signé entre le Rwanda et l'Union européenne. Cette position est très intelligente parce qu'elle va dans le sens d'exiger la traçabilité de minerais, a renchéri le président Félix Tshisekedi, note le quotidien du groupe L'Avenir. IGF, Gilles Alingué-Tekei, très félicité pour la qualité de son travail, titre le bi-hebdomadaire d'information générale, l'a percé dans sa 3e page. Parmi les Congolais qui sont aux affaires depuis la législature 2020, il y a une personnalité qui se démarque des autres par ses méthodes de travail et son amour de la mère patrie. Cet homme s'appelle Gilles Alingué-Tekei, le chef de service de l'inspection générale de finances, qu'il dirige avec beaucoup de bonheur et de hargne pour élever les niveaux de vie de ses concitoyens. Dans son article, la percée martèle que
Depuis ses débuts à l'inspection générale des finances, Jules Alinguetekei, nommé chef de service, a fait ses preuves au grand plaisir du chef de l'État qu'il y a nommé et qui a rattaché ces très importants services à la présidence de la République. Ces contrôles a priori et a posteriori sont les armes implacables qui aident et facilitent la lutte engagée contre ces délinquants de finances publiques, renchérit les billets hebdomadaires d'information générale. Le soutien du chef de l'État est une arme utile, mais les mauvais chefs de service de l'IGF qui ont précédé Jules Alinguete n'en ont eu cure. Ils se sont appuyés sur ces leviers pour dépouiller et l'État et les gestionnaires punissables en remplissant leurs poches des deniers à récupérer et à retourner dans les caisses de l'État. Ils méritent des ovations dans toute la République démocratique du Congo, qui devrait même les décorer pour sa bravoure, conclut le confrère du journal La Percée. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Place à présent au rappel de titres. On a parlé dans ces journaux de la note conjoncture économique de la Banque centrale du Congo qui nous renseigne que le franc congolais a connu une dépréciation de 0,70% la semaine du 16 au 23 février sur le marché officiel. Dans les corps de votre journal, vous avez suivi un élément complet quant à ce. Le ministère des Affaires sociales a ouvert un atelier ce jeudi sous le thème « La capitalisation des acquis de la conférence internationale de partenaires du programme d'urgence intégré de développement communautaire en faveur de 1457 ETD ». L'homme en Borsalino Modeste Mutinga a insisté par la même occasion sur le développement, l'agriculture et l'élevage, une manière de faire face au social des Congolais. Elle ne partira pas. Le drapeau de la MONUSCO a cessé de flotter dans le groupement de Kamanyola au Sud Kivu, un acte qui reflète la fin de la mission onusienne dans cette partie du pays. Un haut gradé de la police a salué la mémoire de tous les combattants du contingent tombés pour le bien de Congolais, mesdames et messieurs. Voilà, c'était là la vitrine de votre journal. Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement la grande édition sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.